Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Suppression des notes qui sanctionnent disparition du redoublement, retour à la semaine de 4 jours et demi et cours de morale à l'école. Ce sont les principales mesures annoncées par le président de la République. Lors de son discours à la Sorbonne, François Hollande s'est engagé à lutter contre le décrochage scolaire, dénonçant, je cite, un échec humain insupportable. Les détails de ces mesures dans ce journal. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Le texte sur le traité budgétaire européen a été adopté à l'Assemblée nationale, mais le fait que les seules voix de gauche aient suffi à sa ratification représente un véritable symbole politique. Le gouvernement peut souffler et se targuer d'avoir rassemblé son camp, mais la partie sera beaucoup moins aisée au Sénat avec une très courte majorité. Nous consacrons une large partie du 22h à l'actualité européenne avec notre invité politique dans un instant. Jean Leonetti a été ancien ministre en charge des affaires européennes. Et puis, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était attendue de pied ferme par les manifestants à Athènes. Angela Merkel, ou la mère fouettarde, si l'on en croit les journaux grecs, est venue délivrer un message plutôt consensuel. La chancelière a affirmé que beaucoup d'efforts ont été déjà accomplis par la Grèce. Pas sûr que cela suffira à calmer la rue et surtout les souffrances sociales, à la fois à Athènes et à Madrid. On en parle avec des journalistes grecs, allemands, espagnols, bref, avec des Européens dans le 22h ce soir. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il a encore du mal, dit-il, à réaliser qu'il est Nobel de physique. Quand il a reçu l'appel en provenance de l'Académie royale des sciences de Suède, Serge Haroche a dû s'asseoir en pleine rue sur un banc pour mieux comprendre ce qui lui arrivait. Et ce qui lui arrive, c'est plutôt et même une très bonne nouvelle pour lui et pour la France. Ce défenseur de la recherche fondamentale, major à Polytechnique, professeur au Collège de France, a été récompensé pour ses travaux sur la physique quantique. On l'écoute. Les recherches qui ont été récompensées aujourd'hui sont l'aboutissement de très longues années de travail au sein du laboratoire de physique et du laboratoire Caster-Brossel de l'École normale supérieure. C'est un travail d'équipe. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, donc comme ça a déjà été dit tout à l'heure, d'étudier sous la forme la plus simple possible l'interaction entre la lumière et la matière. Et on sait que la matière est constituée d'atomes, que la lumière est constituée on sait depuis un siècle environ que la lumière est constituée de grains qu'on appelle les photons. Donc qu'est-ce qui se passe si on met en interaction un système constitué de un ou de quelques atomes avec un ou quelques photons? Et la question n'est pas nouvelle, mais elle est de première importance. Quelle école pour demain? François Hollande a présenté sa vision et sa feuille de route. Le président avait lancé, souvenez-vous, une large consultation à son arrivée à l'Élysée. Celle-ci débouche aujourd'hui sur plusieurs grands axes, dont la réduction des redoublements, la préférence des devoirs faits dans l'établissement plutôt qu'à la maison, et le retour à une semaine de 4 jours et demi à l'école primaire. Les détails avec Christophe Garnier. Un mercredi matin de nouveau travaillé pour les écoliers dès la rentrée 2013. C'est l'une des propositions de François Hollande ce matin à la Sorbonne. Le chef de l'État juge la journée de classe trop lourde et l'année scolaire trop dense. Retour donc à la semaine de 4 jours et demi. Cette réforme de la semaine de 4 jours et demi doit pouvoir être engagée, je dis bien engagée, dès la rentrée 2013. Le rapport remis ce matin au président critique aussi l'utilisation des notes et le trop grand nombre de redoublements. Il défend un système moins punitif. Autre nouveauté, la fin des devoirs à la maison. L'objectif est de permettre aux enfants de faire autant qu'il sera possible leur travail personnel sur le temps d'accueil de l'école. Dans les zones en difficulté, les enfants de maternelle devront être scolarisés dès l'âge de 3 ans. Le gouvernement maintient aussi son objectif de créer 10 000 postes d'enseignants par an et celui de rétablir une formation initiale pour les professeurs. Plus polémique, le retour de la morale à l'école continue d'être envisagé. Et dans l'actualité, la commission Jospin qui poursuit son travail autour de la rénovation de la vie publique lors d'un point d'étape ce matin. L'ancien Premier ministre a un peu levé le voile sur les travaux de cette commission qu'il préside et l'une de ses propositions vise à limiter étroitement le cumul des mandats des ministres et des parlementaires. Les conclusions définitives seront remises début novembre à François Hollande. Mais on voit tout cela d'abord avec Marie Brémaud.
Lionel Jospin a voulu garder une part de mystère sur les propositions finales de la commission de rénovation et de déontologie. Mais une chose semble aujourd'hui certaine, l'étau se resserre autour des parlementaires. La commission préconise une limitation étroite du cumul des mandats. Nous n'envisageons pas a priori d'opérer des distinctions entre les députés et les sénateurs. Pas d'exception pour la Haute Assemblée alors que de nombreux sénateurs la demandent, y compris à gauche. Les membres de la commission s'attaquent également au système de parrainage en vigueur pour les candidats à l'élection présidentielle, même si pour l'heure, rien n'est encore tranché. L'option d'un parrainage citoyen est sur la table. Mais il peut y avoir aussi une option, on va dire, mixte, dans laquelle les partis politiques jouent un rôle plus grand. Autre chantier, la modification des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Notamment pour favoriser l'expression de la diversité des courants politiques et la parité. Reste à savoir si ces propositions auront par la suite des répercussions concrètes dans la vie politique française. Les recommandations il y a quelques années de la commission Balladur sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions sont restées lettres mortes. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement et en ces temps difficiles, elles ne sont pas nombreuses ces bonnes nouvelles. La gauche semble avoir gagné son pari à l'Assemblée nationale. Le texte sur le traité budgétaire a été adopté. Il n'y avait pas vraiment de suspense, mais surtout, et c'était sans doute là l'enjeu principal du vote, la gauche est parvenue à atteindre seule, sans l'appui de l'UMP, la majorité absolue. Le symbole politique est loin d'être négligeable. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Pour 477 contre 70, l'Assemblée nationale a adopté. Une adoption à une large majorité, mais surtout avec 282 voix de gauche sur les 547 exprimées. Une victoire dont François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont félicités. La droite préfère, elle, souligner les 20 votes contre au sein du groupe socialiste. On a un gouvernement, un président de la République qui dit que c'est pour moi un texte essentiel, et une large part de sa majorité présidentielle qui vote contre ou s'abstient. Ça veut quand même dire qu'une partie du parti majoritaire, du parti socialiste, n'acceptera pas de suivre le gouvernement. Bien seul en commission des finances au Sénat ce soir où le texte est étudié, les élus communistes se réjouissent que des parlementaires PS s'interrogent encore. Ça veut dire que quand même on n'est pas tout seul. C'est 20 députés qui n'ont pas accepté de subir la pression et qui ont joué tout simplement la capacité de libre arbitre qui est celle de tout élu. Au Sénat où le texte arrive demain, il faudra l'appui des voix de droite pour l'adopter, la majorité de gauche y étant plus resserrée qu'à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui veulent apporter leur contribution à ce que l'Europe avance et développe plus de solidarité et développe de la croissance se retrouveront sur ce vote. C'est incontestable, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite. Si aucun suspense ne demeure sur l'adoption du texte au Sénat, il faudra à l'exécutif un autre argument qu'une gauche unie pour célébrer sa victoire, puisque, sauf surprise, les voix du PS seront minoritaires à la Haute Assemblée. Et l'invité politique du 22h ce soir, ancien ministre en charge des affaires européennes, député maire d'Antibes, Jean Leonetti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. La gauche, vous l'avez vu dans ce sujet, se félicite de l'adoption du traité et se félicite surtout de ne pas avoir eu besoin des voix de la droite et donc de votre voix, entre autres. Est-ce que c'est une façon de dire que ce texte est d'abord celui qui a été porté par François Hollande? Personne ne conteste aujourd'hui que ce traité est à la virgule près, au mot près, à la phrase près, le traité qu'a négocié Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Non, personne ne conteste. La preuve, c'est que le Premier ministre a dit, effectivement, juridiquement, ce traité n'a pas été renégocié. Donc, s'il y a une division dans la majorité aujourd'hui, celui qui en porte la responsabilité, c'est François Hollande, qui avait dit, ce traité est inacceptable et il sera renégocié et je ne demanderai pas à ma majorité de l'adopter. Et puis, il est élu et il se renie. Et il prend le traité dont on savait très bien qu'il ne pouvait pas le renégocier. Et donc, il le fait avaler à sa majorité. Il n'est pas schizophrène. Ce soir, il est satisfait de ce vote et il parle d'une victoire. Ça sera une victoire de courte durée parce que, comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, s'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, mais qu'il n'a pas besoin des voix de droite, en tout cas, il aura besoin des voix des sénateurs de droite et du centre pour faire passer sa loi au Sénat. Donc, il sera obligé une fois de plus de se renier. Et après avoir dit, vous voyez, on n'a pas besoin des voix de droite pour le traité de Nicolas Sarkozy que j'ai adopté sans le dire, il sera obligé de dire, j'ai besoin des voix de droite
Et c'est à peu près normal qu'il en ait besoin, puisque c'est un traité qui a été négocié par la droite. Maintenant, il est là, ce traité, Jean Leonetti. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va nous ramener sur le bon chemin, que l'Europe va retrouver le chemin de la croissance, de la compétitivité, de l'équilibre, bref, de la lumière? Non, le traité, c'est une étape. Ce traité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les pays européens doivent être solidaires. Mais à cette solidarité doit être associée une discipline budgétaire. Je vous prête de l'argent. L'Allemagne prête de l'argent à la Grèce, il prête de l'argent à l'Espagne. Eh bien, il faut que derrière cette solidarité, il y ait des réformes de structure. Les réformes de structure, c'est ce que nous ne faisons plus depuis quelques mois, depuis le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et ces réformes de structure, c'est elles qui donnent la compétitivité. C'est la compétitivité par rapport au monde qui donne la croissance, et c'est la croissance qui fait l'emploi. Mais le déficit file depuis longtemps, pas depuis 4 mois, vous êtes d'accord? Le déficit file parce qu'il y a eu une crise économique majeure et qu'on a voulu maintenir le niveau de vie des Français sans austérité. Je rappelle qu'on n'a pas touché au salaire, on n'a pas touché aux pensions, on n'a pas diminué les prestations sociales. Donc aujourd'hui, si on veut continuer dans cette voie et absorber ce déficit, il faut qu'on dépense moins. Il n'y a pas un juste milieu entre trop de discipline et pas du tout de discipline, parce que c'est une Europe mère fouettarde. Non, c'est un traité équilibré qui consiste à dire à la Grèce, on veut bien vous accompagner, on comprend bien qu'il y a des difficultés, mais faites des réformes de structure. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme de structure? Par exemple, en France, vous avez un cadastre, vous savez à peu près qui c'est qui paye l'impôt foncier, qui c'est qui le paye pas. En Grèce, ça n'existe pas. Donc il faut qu'à un moment donné, ils mettent en place les structures qui permettent de collecter l'impôt. Ils sont en train, Angela Merkel a dit ce soir que des efforts ont déjà été accomplis, il y a des pas quand même qui sont faits. Je pense qu'on comprend mal l'attitude de l'Europe. Si l'Europe n'était pas là, la Grèce serait en faillite, elle aurait cessé depuis longtemps de payer ses fonctionnaires. Elle se trouverait dans une agonie économique. Mais si l'Europe n'était pas là, l'Allemagne ne se porterait peut-être pas aussi bien aussi. Ça vaut aussi pour ceux qui se portent bien. Ça vaut aussi pour l'idée que, essayons de copier les économies qui sont compétitives sur le plan mondial et qui amènent croissance et emploi, plutôt que de copier l'Espagne et l'Italie qui sont en grande difficulté. Et une des graves erreurs qu'a commis François Hollande, c'est d'aller s'allier avec les pays du Sud en grande difficulté. Il a obtenu des délais, Jean Leonetti. On lui reconnaît d'avoir obtenu des délais. Non, il a obtenu de l'argent du mécanisme européen de stabilité pour les banques espagnoles. Arriver à faire avaler à des socialistes que non seulement le mécanisme européen de stabilité que nous avions voté et qu'ils n'ont pas voté serve et soit utile. Et qu'en même temps, au lieu de s'en servir pour aider les États, M. Hollande s'en sert pour aider les banques. Je trouve qu'effectivement, sa majorité a quelques difficultés à avaler une couleuvre. Parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur et votre nom est accolé à la loi sur la fin de vie, la loi Leonetti 2005. Le débat a été relancé ces quelques jours, notamment par vos récentes déclarations. On va en parler, mais je voulais d'abord qu'on regarde un extrait d'un film, bande-annonce d'un film. Peut-être l'avez-vous vu, il s'appelle Quelques heures de printemps, avec notamment Vincent Lindon. Il est sorti en salle le 19 septembre dernier. On regarde. C'est pas la peine de soigner, t'as décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. Je sais très bien ce que j'ai, faut pas se raconter d'histoire. Il faut lui parler, faut pas rester comme ça. Ça me dérange pas, moi, il fait bien ce qu'il veut. C'est pas moi qui ai tout gâché. Tu crois que ça m'amuse de rester là à chercher des boulots de merde, hein? C'est pas parce que tu parles comme ton père faisait que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, merde? Madame Évrard, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? C'est un très beau film, c'est un sujet difficile, vous le savez, mais c'est un très très beau film à voir si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Revenons sur la fin de vie, vous avez eu des récentes déclarations et on a l'impression qu'à chaque fois, on repousse un petit peu les limites de la loi, de votre loi. On peut encore l'améliorer, votre loi ? On pose toujours cette question, mais il n'y a aucune loi qui est parfaite et ça serait quand même très grave en matière d'orgueil et de suffisance que de dire mais non, la loi elle est parfaite, elle règle tout. Et d'ailleurs,
est-ce que vous pensez qu'un jour nous aurons une loi qui règle parfaitement nos morts? Mais celle-ci, j'espère que non. Donc, essayons de voir qu'est-ce que c'est qui marche, qu'est-ce que c'est qui marche pas. Regardez, en 2005, on fait une loi. En 2008, François Fillon me demande de la réviser et on la modifie. Donc, il y a un cadre. Ce cadre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de souffrance en fin de vie. C'est les deux objectifs. En même temps, il y a la transparence et le dialogue entre le malade, les parents, les proches et le corps médical. Et enfin, on essaie de trouver une solution qui fasse que la vie soit acceptable, mais en même temps apaisée et qu'il n'y ait pas de souffrance. Voilà l'objectif. Ensuite, à l'intérieur de cet objectif, il y a des dispositifs. Il y a des dispositifs qu'on peut améliorer. Et donc, par exemple, un exemple concret. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui, à la fin de leur vie, sont tellement angoissés de la mort qu'ils la voient arriver et ils veulent dormir. Eh bien, on ne doit pas leur refuser le fait de s'endormir avant de mourir. Il y a des gens qui, lorsqu'ils écrivent des directives anticipées, c'est-à-dire qu'ils essaient d'anticiper ce qu'ils voudraient s'ils ne sont pas en état de parler au moment de leur mort, eh bien, ont des difficultés et on voit que ça ne marche pas, que les directives anticipées, on n'en fait pas. Eh bien, ça veut bien dire qu'il faut les renforcer, il faut leur donner plus de poids. Il y a aussi une situation dans laquelle, par exemple, lorsqu'on arrête un traitement, un respirateur, ce qui est la loi aujourd'hui, on peut le faire, on doit le faire. Lorsque le traitement est devenu inutile, eh bien, il faut faire une sédation profonde, c'est-à-dire endormir profondément le malade et pas le laisser s'étouffer devant la famille. Donc tous ces dispositifs sont des dispositifs qui, à mon avis, peuvent être améliorés. En un mot, ce Après, débat, si vous voulez, moi je suis contre l'euthanasie. On l'a bien compris. Voilà. C'est la limite pour vous. Mais ça n'y aura pas de légalisation. Mais en même temps, d'ailleurs, François Hollande ne le veut pas non plus, apparemment. Je ne suis pas très inquiet, parce que j'ai entendu le président de la République, qui avait fait une formulation 21 un peu ambiguë, mais qui a dit ensuite « je suis contre l'euthanasie ». Eh bien, écoutez, si on trouve des moyens d'améliorer les choses... qu'on attend aussi les conclusions de la commission Sicard, qui seront remises bientôt à François Hollande. Oui, mais M. Sicard a aussi dit qu'il n'était pas favorable à l'euthanasie. Donc on n'attend pas grand-chose. Bon. Non, on attend... Pourquoi vous dites ça? On attend justement à faire en sorte que les objectifs que nous avons tous, je ne veux pas être abandonné, je veux que ma vie ait un sens... Et je ne veux pas souffrir en fin de vie. Clair, et que je préfère que la qualité de vie soit primée par rapport à la durée de la vie. C'est une question importante et consensuelle entre droite et gauche d'ailleurs. On va parler de l'homme que vous soutenez pour la présidence de l'UMP, c'est François Fillon. Hein. Vous l'avez soutenu depuis déjà quelques semaines et vous avez expliqué ce choix par l'expérience de François Fillon. Vous avez dit que c'est un homme d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez plus loin dans les différences entre François Fillon et Jean-François Copé et vous dites finalement ce sont deux droites et j'ai choisi l'une des droites, celle représentée aujourd'hui par François Fillon? Non, je crois que l'UMP a une caractéristique, c'est que c'est une diversité, on le sait bien. On sait bien que le centre, ça c'est de la langue de bois. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas deux droites, clairement, non, entre les deux hommes? Non, je pense qu'il y a des expressions différentes et qu'il y a des stratégies différentes. Bien sûr qu'entre Jean-François Copé et François Fillon, vous n'allez pas trouver beaucoup de différences. En 5 ans, un dirigeait le parti, l'autre dirigeait le gouvernement. Donc ils ont travaillé à l'unisson. Mais aujourd'hui, je sens que dans un pays qui est désemparé, et d'autant plus désemparé, que le gouvernement semble aller à huée à dia et n'a pas une direction forte et établie, je pense qu'il faut rassembler les Français sur des objectifs en leur disant la vérité. Oui. Celui qui a toujours dit la vérité, qui n'a pas eu la langue de bois, comme je le fais ce soir, c'est François Fillon. Celui qui a été capable de rassembler une majorité pourtant extrêmement diverse. De nouveau, sans parler encore des phrases qui ont pu choquer, est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir une gémellité sémantique de plus en plus revendiquée par Jean-François Copé avec le Front National? Non, je pense que Jean-François Copé a suffisamment dit qu'il était opposé à l'alliance avec le Front National. Mais quand on est... Jean-François Copé raconte des histoires. L'histoire d'un petit garçon à qui on a voté le pain au chocolat. L'histoire d'une dame à qui on a fait du racisme. Des histoires, vous voulez dire des vraies histoires? Il raconte de vraies histoires. Mais quand on est un homme politique, le poids des mots et ce que ça évoque, c'est important. Et donc j'appelle à la responsabilité de chacun. Voilà. Parce que nous avons un moment dans notre vie politique française dans lequel nous avons besoin de rassembler les Français, en tout cas d'avoir des objectifs clairs. Les radicaux comme vous resteront à l'UMP si c'est Jean-François Copé qui l'emporte? Écoutez, on verra. D'abord, j'espère. C'est important, c'est bientôt. Moi, je suis membre fondateur de l'UMP.
Donc c'est une famille dans laquelle j'ai pris un pari, c'était que l'unité ne pouvait exister que dans la diversité. Donc je souhaite que cette diversité continue à exister et ça ne me gêne pas d'entendre la droite populaire, à condition qu'on entende aussi la droite humaniste et qu'en particulier les humanistes dont je fais partie, continuent à faire entendre leur voix. Et vous le faites, notamment ce soir. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Restez avec nous, je vous propose d'écouter Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline, c'est la chronique nette d'infos, comme tous les mardis soirs. Et Caroline nous dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait débat sur les réseaux sociaux? Alors on l'évoquait, ce sont les pains au chocolat et autres brioches des politiques qui continuent d'alimenter les conversations sur les réseaux. Et pour autant, Sonia, je ne vous parlerai pas de viennoiserie ce soir, mais plutôt d'une étude menée par l'Université de Chicago. Au résultat pour le moins étonnant, les réseaux sociaux seraient plus tentants que le sexe, l'alcool et le tabac. L'étude américaine a été menée en Allemagne. 250 jeunes âgés de 18 à 25 ans, munis de téléphones portables, devaient signaler aux chercheurs leur désir et leur capacité de résistance. Et bien, au bout d'une semaine, ils ont pu résister au sexe, mais pas à Facebook ni à Twitter. Il faut dire que d'après de nombreuses études, Facebook se révélerait particulièrement addictif. 70% des utilisateurs se rendraient sur le réseau social au moins une fois par jour. Pire, un autre chiffre effrayant, 3% des Australiens, Sonia, consulteraient Facebook pendant l'amour. Incroyable. Je voudrais bien voir ça alors. Vous voulez voir ça? Attention. Non, quand je dis je voudrais bien voir ça, vous avez bien compris que c'était pas du voyeurisme, mais que c'était quand même un étonnement de ma part. Voilà. Vous êtes addict aux réseaux sociaux? Vous tweetez? Je tweete, mais Est-ce que c'est pas un peu une obligation parfois pour les responsables politiques? On a l'impression qu'ils doivent nous raconter tout ce qu'ils font, les réunions. Non, c'est pas qu'ils doivent raconter tout, c'est que avant il y avait des dépêches AFP. L'agence française de presse, qui, oui, non, mais qui était la seule référence. Aujourd'hui, si vous faites un tweet et que votre tweet est un peu repris, il est plus facilement repris qu'une dépêche de l'AFP. Vous êtes votre propre journaliste, quoi. Et donc, en réalité, on est dans un système de communication directe qui fait que les hommes politiques se servent des outils de communication. Alors de la communication directe qui peut mener quand même à la cyberdépendance qui est prise très au sérieux car elle touche de plus en plus de monde en Europe et aux États-Unis où il existe des établissements spécialisés, des centres de désintoxication en quelque sorte. À Paris, à l'hôpital Marmottan qui traite des addictions. On s'occupe également de la dépendance à Internet mais plutôt sous l'angle des activités que l'on peut y pratiquer, c'est-à-dire les jeux vidéo ou alors les jeux d'argent. Mais signe des temps, la prochaine édition du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, en quelque sorte la Bible de la psychiatrie, prend en compte le trouble de l'utilisation d'Internet. En clair, Sonia, le manuel recommande aux psychiatres de s'intéresser à cette question et pourquoi pas d'en faire une pathologie à part entière. Carrément. Mais est-ce qu'il existe quand même des témoignages de ces, je sais pas comment il faut les appeler, ces web dépendants? Oui, tout à fait. Le blogueur Thierry Crouzet a raconté son addiction l'année dernière dans un livre intitulé J'ai débranché, dans lequel il relate comment il a été victime d'un burn-out et comment il a décroché des réseaux sociaux. Il y a un autre exemple, c'est 2020, un blogueur addict qui est allé se sevrer de Twitter dans une abbaye cistercienne. Alors, avant l'overdose numérique ou la consultation chez le psychiatre, l'internaute compulsif pourra donc tenter une déconnexion volontaire de quelques semaines ou un tantinet plus si besoin. Une tendance très en vogue, si l'on en croit la première étude sur la France des déconnectés. C'est la première fois qu'il y a une étude de ce type publiée par Havas Media il y a quelques jours. Aussi, Sonia, ne vous inquiétez pas si tout d'un coup je disparais et il m'arrivera moi aussi de faire la politique de la chaise vide numérique. Souvent, quand même sur ces réseaux sociaux. Merci Caroline, restez avec nous, consommez avec modération. Merci Jean-Léonetti. La suite du 22h dans un instant, nous parlerons de la Grèce, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France, bref de l'Europe avec de nombreux journalistes sur notre plateau au moment où la taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin a été approuvée par 11 États membres de la zone euro. Nous évoquerons aussi la visite mouvementée de la chancelière Angela Merkel à Athènes. Et tout cela, c'est après le tour de l'info concocté par Mounir Soussi.
Premier avertissement de la rue dans le quinquennat de François Hollande. À l'initiative de la CGT, 11 000 personnes ont défilé à Paris selon la police, 25 000 selon les organisateurs. Les autres syndicats n'ont pas pris part à cette mobilisation. Les mots d'ordre, protéger l'emploi et résister au patronat dans les négociations en cours sur la réforme du marché du travail. Donc cette manifestation, elle est en direction du patronat pour dire qu'il faut que ça change dans la gestion des entreprises. Il faut aussi qu'ils changent de comportement sur le terrain des négociations. Nous n'accepterons pas plus de flexibilité, mais aussi une manifestation en direction des parlementaires, du gouvernement, pour que sur le terrain du droit, les choses évoluent. La CGT réclame l'adoption d'une loi interdisant les entreprises bénéficiaires de licenciés. À noter, des échauffourées entre salariés de PSA et Renault face au CRS ont eu lieu ce matin aux abords du salon de l'automobile. Protéger ceux qui osent briser le silence. Le groupe écologiste du Sénat dépose une proposition de loi pour soutenir les lanceurs d'alerte, ces hommes et femmes comme Irène Frachon qui a dénoncé le scandale du Mediator. Le texte prévoit la création d'une autorité indépendante. Si jamais un donneur d'alerte, salarié, chercheur, etc., était pénalisé par sa hiérarchie parce qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, alors il pourrait avoir recours à notre instance spécifique, la haute autorité, pour être en quelque sorte protégé. Rejetée aujourd'hui en commission par les sénateurs de l'opposition, plus nombreux au moment du vote, la proposition de loi sera tout de même examinée le 15 octobre prochain, mais dans une version à minima. À l'unanimité et en première lecture, les sénateurs ont voté l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Sur l'impulsion de l'opposition, ils repoussent l'entrée en vigueur de l'interdiction générale au 1er juillet 2015 au lieu du 1er janvier 2014, date arrêtée par les députés, soit un sursis d'1 an et demi pour l'industrie agroalimentaire. Le Sénat a aussi élargi la disparition de ces substances cancérigènes aux outils médicaux destinés aux nourrissons et aux femmes enceintes. Relancer la croissance, mission impossible pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault. À l'occasion des 50 ans de James Bond, le dessinateur Tartet présente les deux agents les plus influents du gouvernement face à cette difficile équation, alors que le FMI confirme que la croissance sera très proche de zéro cette année. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Ira Felloukati, bonsoir Ira. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes correspondante grecque à Paris, de presse et de télévision. On vous a reçu de nombreuses fois ici. Avec nous également ce soir Ulrike Koltermann, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante allemande. Vous êtes installée à Paris, merci d'être là. Benoît Pellistrandi, bonsoir. Vous êtes historien, agrégé d'histoire, normalien et spécialiste de l'Espagne. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Jean-Louis, pour représenter la France. Merci. Pas autant que ça. Quel honneur, merci. Alors, messieurs, mesdames, avant de débuter notre débat, notre discussion, je voulais d'abord vous montrer ces portraits croisés de 3 Français. Vous allez le voir, un étudiant, un ouvrier de l'industrie automobile et puis une cadre de banque. On les a interviewés sur leur perception de l'Europe aujourd'hui et l'Europe de demain et ce qu'ils pensent aussi de ce traité budgétaire européen. Regardez leurs réponses et leurs réactions avec Paul Bouffard et Simon Barbary. Un concept, une source d'inquiétude, un territoire. Mais qu'est-ce que l'Europe dans l'esprit des Français? Notre vieux continent est en crise, rien ne va plus sous la bannière bleue et or. Alors gros plan sur 3 Français, 3 visions de l'Europe. Pierre est étudiant, à 23 ans, l'Europe imprègne ses cours. Anne-Laure travaille dans une grande banque. Avec l'Europe, il faut aller plus loin, donc pourquoi pas? Yves, lui, est salarié chez Renault depuis 32 ans. L'Europe, il est contre. Alors l'Europe, pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, en tant qu'étudiant, comme j'étudie un peu ces questions-là, c'est un peu le cadre dans lequel s'exercent les politiques françaises. C'est une réalité institutionnelle. L'Europe, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. J'ai connu la croissance de l'Europe. Et pour moi, ça a toujours été guidé par un principe, c'est celui de l'opportunité. L'Europe, c'est une entité économique. Maintenant, comme dans chaque pays, il y a 2 camps, il y a les travailleurs et les patrons, les financiers, et 2 camps ennemis. Une réalité, un projet, au final, l'Europe, c'est utile? Qui est la liberté de circuler, qui est là, tout ça c'est une bonne chose, qui est qu'une seule monnaie, ça ne peut être qu'une bonne chose. Si l'Europe arrive vraiment sur des sujets comme la mise en commun de nos forces en matière de recherche, d'innovation, si on arrive vraiment à en faire une force, un atout, à mon avis, on a une vraie carte à jouer là-dessus. Ce nouveau traité budgétaire, ça sert à quoi? Ça vous fait peur? Pour moi, ce pacte budgétaire européen, c'est une espèce d'ultime mesure de discipline. Je ne suis pas vraiment inquiet. Je crois au contraire que c'est absolument nécessaire. C'est sûr que le traité qu'ils font, quels que soient les politiciens qu'ils votent,
C'est un traité de brigands contre les travailleurs. Alors français ou européen? Ma vie, elle est rythmée par la France, les difficultés sociales qu'il y a en France. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que par rapport à mes enfants, par rapport à la génération future, j'ai envie de penser Europe. Moi, j'étais très européen quand j'étais au lycée. On nous apprenait l'Europe, le projet européen, la paix. Quand j'ai découvert à Sciences Po la réalité institutionnelle, j'ai pris conscience qu'on devait véritablement avoir un débat sur l'Europe. Moi, je suis citoyen du monde, je suis ouvrier. Ma patrie, c'est l'usine. Et quel que soit, encore une fois, qu'on soit italien, grec, allemand ou français, on est ouvrier. Voilà pour ces perceptions, ces regards, ces ressentis. Ulrike Koltermann, qu'est-ce que vous avez pensé? Il n'y avait pas que des mauvaises choses là, dites sur l'Europe, il y avait beaucoup de vérité aussi, de choses justes. Qu'avez-vous pensé de ces perceptions différentes? Tout à fait. Ça reflète un peu ce qui se passe aussi en Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins d'un mois, quand la Cour constitutionnelle a donné le feu vert au traité fiscal, mais on avait un peu les mêmes réactions en Allemagne. Il y avait beaucoup d'opposition aussi. Il y avait quand même 37 000 signatures qui ont déclenché ces processus devant la Cour constitutionnelle. Donc il y a également beaucoup de gens qui sont très heureux d'être en Europe, mais il y a aussi un euroscepticisme qui gagne du terrain en Europe. Bien sûr, et notamment alors en Grèce, Ira. Si on allait voir les gens dans la rue aujourd'hui, on aurait vu les manifestations, on a vu des images tout à l'heure, parce qu'il y avait aussi la venue d'Angela Merkel. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vision noire de l'Europe, du traité budgétaire européen, ou au contraire, est-ce que c'est un petit peu radouci ces derniers temps? Non, écoutez, le traité européen a été voté en premier. C'est le premier pays qui a voté le traité au mois de mars dernier, quand la Grèce était dans une telle tourmente qu'ils ont voté immédiatement parce que c'était donc l'ancien gouvernement. On allait vers les élections et tout de suite ils se sont pliés à ce que Sarkozy et Merkel ont demandé. Mais par contre, la Grèce était vraiment divisée en deux et on l'a bien vu parce qu'il y en a le pro-européen qui ont fait d'ailleurs à ce qu'aux élections, c'est les néolibéralistes de M. Samaras qui ont gagné par rapport à Syriza qui est donc la gauche radicale qui elle est radicalement opposée et au traité, et à la rigueur allemande et à tout ce qu'on leur impose et donc et dans les rues d'Athènes et ailleurs en Grèce. Comment? Et dans les rues d'Athènes et ailleurs en Grèce, que pense-t-on de ce traité? Ça, c'est la classe politique. Mais les traités, la rigueur, les Grecs n'en peuvent plus. Ils ne pensent pas à quelque chose de précis sur le traité. Mais ce qui est très très clair, c'est que la rigueur amène la récession. Et c'est un cercle vicieux duquel on ne sort jamais. Ce qu'a dit d'ailleurs Claude Bortolone, il dit ici. Donc vraiment... Oui, et pourtant, Benoît Pellistrandi, tous les hommes politiques qui viennent de droite et de gauche, ils nous disent que ce traité va nous amener vers une autre Europe, peut-être une Europe des petits pas, mais c'est un premier pas vers la croissance. Il faut les croire? Il faut les croire, sauf que l'expérience du traité de Maastricht montre que les États n'ont pas été capables de se discipliner, puisqu'on avait quand même déjà une règle qui était celle des 3%. Là, le traité est encore plus dur, puisqu'on arrive à 0,5%, même si après, il y a quelques aménagements par rapport aux dépenses d'investissement. En Espagne, le traité a été ratifié par la totalité de la Chambre, puisqu'en plus, il y a eu une réforme constitutionnelle. Et désormais, il y a une règle d'or dans la Constitution. En plus, la procédure de révision constitutionnelle est très lourde, puisqu'il faut d'abord qu'elle soit votée par un Parlement sortant, qu'il y ait dissolution et qu'il y ait à nouveau vote. Et ça s'est passé. Le Parti socialiste avant au pouvoir et le Parti populaire après ont voté ce traité. Et si vous regardez, 90% des partis représentés au Parlement espagnol ont voté pour le traité. Et donc il y a un euro-enthousiasme en Espagne qui fonctionnait de façon très forte. Alors cet euro-enthousiasme, aujourd'hui, il est en train de se fissurer, tout simplement parce que les citoyens ne comprennent pas le jeu entre les différentes puissances, les intérêts contradictoires effectivement entre d'un côté l'Allemagne que l'on stigmatise et puis les pays du Sud qui seraient d'une certaine façon victimes de l'Allemagne. J'étais frappé cet été en Espagne par la violence des propos à l'égard de l'Allemagne. Et tout ça effectivement... On peut être aussi choqué aussi, on peut le dire, on a vu des images, hein. Bon, ce sont des cortèges, il y a beaucoup de choses dans les cortèges, on a vu des saluts nazis aussi qui choquent évidemment aujourd'hui à Athènes avec la venue d'Angela Merkel. Ça évidemment...
on le rejette et la majorité des Grecs le rejettent, ça c'est sûr. Oui, absolument ça. Mais si vous voulez, il y a une très grande animosité. On pense que Merkel, c'est elle qui a imposé la rigueur en Grèce de façon asphyxiante et dans l'Europe aussi. Donc, elle est qualifiée vraiment d'indésirable. Et pourtant, dans le texte de tous les mots. Hein, moi, j'ai lu cette phrase, et Jean-Louis, vous réagirez, de Merkel il y a quelques jours, elle a dit « Mon cœur saigne face au sacrifice imposé à la Grèce ». Oui, en fait, oui, je crois. Mais bon, c'est clair qu'elle est traitée un peu comme le bouc émissaire dans cette affaire parce que c'est pas elle qui est responsable de la misère de la Grèce. C'est quand même les gouvernements grecs qui, pendant des années, ont mis de la poudre aux yeux des Grecs et de l'Union européenne. Et bon, maintenant, on a la facture et ça tombe bien que Merkel est là. Elle fait service de bouc émissaire. Mais les Grecs taxent justement l'Europe et surtout Merkel de beaucoup de tergivergences. Il y a eu beaucoup d'erreurs dès le départ qui ont fait à ce qu'on aurait pu réglementer les marchés, on aurait pu aller plus vite. Et on n'aurait pas mis le pays dans cet état-là et l'Europe dans cet état-là. Parce que maintenant, on est tous sous le poids de la rigueur. Peut-être si au départ, il y avait une solidarité, on faisait autrement, on n'aurait pas fait cette crise-là. Jean-Luc, on parle beaucoup de récession, de discipline, mais dans ce traité, il y a aussi de la solidarité. Si un pays trébuche, on vient l'aider. À condition qu'il se relève, je dirais, quelque part. Donc, le traité, il y a deux aspects. Il y a un aspect qu'on qualifiera de formel, que vous avez répété, c'était redit tout à l'heure, avec le fameux 3% et les 0,5%, mais qui était grosso modo dans les précédents traités. La nouveauté, c'est comment on y parvient. C'est-à-dire c'est l'aspect institutionnel qui est la nouveauté dans ce traité, plus que les objectifs chiffrés qui y sont à l'intérieur. C'est-à-dire que dès le départ, tous les pays devront soumettre, avant même leurs parlements nationaux, devront soumettre leur budget à la Commission européenne qui fera des observations. Dès que le pays s'écartera de l'objectif des 3%, il y aura une intervention de la Commission européenne pour l'amener à corriger et s'il ne veut pas suivre les recommandations, la Commission européenne demandera à la Cour européenne de justice de statuer. Donc on a un système institutionnel nouveau, c'est-à-dire que les objectifs restent les mêmes, mais l'aspect institutionnel évolue énormément à l'intérieur de ce traité. Et ce qui est intéressant dans la discussion, je vous ai écouté tous les trois attentivement, c'est à quel point, quand vous reflétez ce qui se passe dans les opinions publiques européennes, à quel point les gens sont partagés, déchirés, entre d'un côté, déchirés même je crois, c'est-à-dire leur adhésion qui reste forte, même en Allemagne bien entendu, à la construction européenne, en Espagne, en Grèce, vous l'avez dit, etc. Et en même temps le rejet par sa côté de la règle du jeu pour rester. Tous veulent jouer au foot, mais personne ne veut vraiment respecter les règles, pénalty, coups francs, etc. Je veux dire quelque chose. Oui. Quand il y a eu le vote en 2005 de la Constitution européenne, les Grecs ont voté tout de suite, comme pour les traités. Exact, oui. Mais quand les Français ont dit non, les Grecs, ils ont dit « Oh, on aurait pu dire non, mais comment ça se fait ?» Solidarité après coup. Donc là, ils jalousent beaucoup la France parce qu'elle a le poids, elle peut dire non, etc. Et quand alors Hollande a dit qu'il va renégocier les traités, ils l'ont adoré, ils l'ont pris comme un héros, sauveur, ils n'ont pas été un peu... Maintenant, ils commencent à perdre leur religion. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on a entendu beaucoup en Grèce et en France, qui ont fait d'ailleurs des élections à la même date, simultanées. Exactement. Beaucoup de promesses que maintenant on fait le contraire de ce qu'on a dit. Alors ça, c'est terrible. Jean-Louis a parlé d'aide éventuelle. Benoît Pellestrandi, le pays qui pourrait avoir besoin d'aide et d'aide auprès de MES, du mécanisme européen de solidarité, c'est l'Espagne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Madrid va vraiment demander cette aide? Parce qu'on n'en est pas sûr. On est là dans une difficulté strictement politique. Tous les économistes disent qu'il faut absolument que le gouvernement fasse enfin cette demande formelle d'aide. Il y a eu un premier volet qui a été débloqué pour recapitaliser les banques espagnoles. 100 milliards, apparemment on serait sur 55 milliards d'euros nécessaires pour recapitaliser ces banques. Ensuite, l'Espagne l'an prochain a un besoin de financement de l'ordre de 220 milliards d'euros. Elle doit lever sur les marchés 220 milliards d'euros. La prime de risque reste extraordinairement élevée. Elle est à 450 points de base, même si les interventions de Mario Draghi ont permis de réduire. On était quasiment à 600. Mais les taux d'intérêt, enfin le remboursement de la dette est en train d'asphyxier le budget. 3 chiffres. En 2010, 15 milliards d'euros d'intérêt de la dette à rembourser sur le budget, et pour le budget 2013, 38 milliards.
Or, on a réduit les dépenses, mais uniquement pour, en réalité, rembourser, effectivement, ces emprunts qui sont faits à des taux prohibitifs entre 6 et 7%. Et du coup, la difficulté, c'est que le gouvernement, par fierté, je pense, et pour des raisons de politique intérieure, ne veut pas demander cette aide, joue la carte, essaye de temporiser. Mariano Rajoy est un homme qui a construit toute sa carrière sur cette temporisation. Il y a des élections régionales cruciales le 21 octobre au Pays Basque et en Galice. Et donc le calendrier politique est en train de s'imposer aux nécessités économiques, et on retrouve un petit peu ce que vous disiez par rapport à Angela Merkel. Angela Merkel avait tergiversé en 2010 à cause des élections régionales. On est dans le même cas de figure. Oui, les élections, elles viennent aussi pour Angela. Les élections fédérales, c'est quand? C'est très bientôt. Ben voilà, Angela Merkel, elle est dans une situation très particulière. L'année prochaine, il y a des élections. Donc, elle doit aussi mener sa coalition, son opposition en Allemagne. Maintenant, le candidat de l'opposition est connu, donc elle a un gros problème à la maison. Pour l'instant, elle va bien. Elle est quand même à 53% d'opinion positive. C'est beaucoup plus qu'Hollande. Mais c'est ça aussi. Pour vous, Angela Merkel, aujourd'hui à Athènes, c'est une femme, c'est l'image d'une femme politique courageuse, ou est-ce que c'est de la provoque? Exactement. Non, je dirais que c'est elle est courageuse, parce qu'on a vu les images, c'est quand même choquant. Ouais. Mais je veux dire, en même temps, le populisme est fort des deux côtés. Et partout, on a vu en Allemagne juste... Je veux dire, il y a des Grecs qui croient qu'elle était seulement pour le côté électoral, pour se faire une bonne image. Oui, parce qu'elle ne peut pas se permettre un échec, hein, Angela Merkel. Donc parce qu'en fait, elle a dit beaucoup de paroles très gentilles, mais substance, rien, parce que vraiment... Paroles, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas elle de bloquer l'argent, c'est la Troïka. Parce que même dans le sommet européen, les Grecs, ils attendent que la Troïka prenne des décisions, et on n'a pas ces décisions-là. On attend même maintenant, on dit, les élections américaines, parce que au prochain sommet, il n'y aura aucune décision de prise, apparemment. Donc Merkel, elle n'a rien promis. Elle a promis, mais elle n'a rien fait, en fait. Elle n'a pas donné quelque chose de substantiel. Mais elle ne peut rien donner, Madame Merkel, avant les élections d'octobre. C'est-à-dire que le problème, donc toute l'Europe, actuellement il y a un débat de savoir est-ce que vraiment il faut atteindre ces 3%, est-ce qu'il faut réduire à ce rythme. Or, Madame Merkel ne pourra rien dire dans la voie de l'assouplissement significatif avant les élections qui vont avoir lieu en octobre prochain. Est-ce qu'on pourra attendre jusque-là ? Non, pour l'Espagne, c'est pas possible. Et la difficulté, c'est effectivement que ce qui va craquer maintenant, c'est le social. On le voit, les partis politiques en Espagne sont totalement décrédibilisés, et je n'exclus pas un scénario à la grecque, pour l'Espagne. Les choses sont en train de partir en vrille. Et la Grèce, c'est sûr, pour l'Espagne, comme pour la Grèce, qu'on avait dit too big to fail, une économie comme l'Espagne peut aujourd'hui se retrouver. Il y a des problèmes de liquidité. Les Catalans ne payent plus leurs employés dans les systèmes de santé. Du câble petit chiffre. En France, nous disons souffrir beaucoup de la politique de rigueur de l'actuel gouvernement. On est sur 1,5% de PIB en matière de rigueur. En Espagne, ils sont à 10% maintenant. Donc, on voit la différence et la lourdeur de la difficulté pour des Espagnols. Vous avez raison de le souligner, Jean-Louis. Je voulais qu'on termine par un tour de table, en commençant par vous, Ulrike. Il y avait cette question qui a été posée il y a un certain temps c'était Henry Kissinger, c'était l'ancien secrétaire d'État américain. Il avait dit l'Europe, quel numéro de téléphone? Selon vous, où faut-il appeler? Qui symbolise aujourd'hui l'Europe? Il faut appeler Angela? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sera Angela, mais je pense que c'est un mauvais signe de mettre un leader en avant. Jean-Louis, selon vous? La question de Kissinger, elle reste encore valable. Et c'est pour ça que vous avez un mouvement en Europe qui dit qu'il faut aller vers du fédéralisme pour enfin avoir un numéro de téléphone qu'on puisse appeler en PCV. Benoît Pellistrandi, selon vous, qui appelait? La difficulté, c'est que les opinions publiques ne comprennent même plus qui est-ce qu'il faut appeler. À la limite, si c'est Kissinger qui cherche, il trouvera, mais ça, c'est les opinions publiques qui ne trouvent pas. Il faut vraiment arriver à un consensus, parce que si on n'arrive pas à un consensus, les caisses seront vides en Grèce et en Espagne en novembre, et on va à une catastrophe. Donc il faut trouver une solution. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, messieurs, dames. Merci pour ce débat et cette discussion très intéressante. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que demain, édition spéciale ici au Sénat, avec l'arrivée du texte sur le traité budgétaire européen, avec Jean-Louis Gombault. Merci Jean-Louis. Et d'autres invités et chroniqueurs. Nous serons là à 22h pour une édition spéciale d'1h30. Restez avec nous. Tout de suite, votre émission politique par 3. L'invité, c'est Jean-François Copé. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir.
Il se veut le chantre de la droite décomplexée, au risque d'être critiqué, sinon rejeté désormais par une partie de son camp. Jean-François Copé est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'UMP qui se divise, donc la compétition pour sa présidence, eh bien nous en parlerons dans un quart d'heure avec Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire. Et puis Perrine Tarnaud nous rejoindra et vous interrogera sur les passages les plus personnels de votre livre-programme, donc pas celle sur le racisme anti-blanc ou bien le sort subi par certains enfants durant le ramadan, mais des pages qui concernent notamment votre histoire familiale. Les téléspectateurs réagissent et posent leurs questions par le biais de l'application TV Check d'Orange, notre autre partenaire. Les attaques contre l'exécutif, d'abord, si vous voulez bien, Jean-François Copé, je parle d'attaques car là je constate que les mots sont de plus en plus forts. Le mot imposture, par exemple, est sorti de votre bouche. Est-ce que vous condamnez par avance le chef de l'État, son Premier ministre, ou est-ce l'un des effets, là encore, peut-être collatéral de la campagne interne à l'UMP? Mais ça n'a rien à voir avec la campagne de l'UMP. Je crois qu'en 5 mois, les Français sont en train d'ouvrir les yeux sur ce que nous avions, et moi en particulier, avec mes amis, dénoncé tout au long de la campagne. François Hollande s'est fait élire sur une imposture. Il a fait croire aux Français que l'essentiel des malheurs de notre pays venait de ce que Nicolas Sarkozy était à la tête du pays. Et il a fait croire que pour ce qui le concernait, il n'allait pas augmenter les impôts et qu'il allait en réalité faire ce que nous ne faisions pas. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit qu'il a systématiquement supprimé toutes les mesures excellentes que nous avions prises. Je pense en particulier à la détaxation des heures supplémentaires pour les gens qui, du coup, malheureusement, ne peuvent plus maintenant gagner plus en travaillant plus, ou bien encore en supprimant les allègements de charges patronales. Quand on entend imposture, on entend critique, remise en cause des capacités, des compétences, presque de la légitimité du pouvoir établi. Non. Bon, écoutez, non. Légitimité, la question de la légitimité ne se pose pas. Le suffrage universel s'est exprimé. En revanche, pour le reste, oui, bien sûr qu'il y a eu mensonge. Enfin, écoutez, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez entendu, vous, Monsieur Hollande, annoncer qu'il allait augmenter de 30 milliards d'euros les impôts en 4 mois pour matraquer fiscalement la totalité des Français. Puis les mensonges ont continué après. Il y a encore 15 jours, Jean-Marc Ayrault à la télévision annonce sans rire que 9 Français sur 10 ne seront pas concernés par les hausses d'impôts. Vous avez pu constater, en tant que journaliste, qu'il avait fait ce qu'on appelle un mensonge d'État devant des millions de Français. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence de tout ça, c'est quoi? En 4 mois, c'est toute l'économie française qui est paralysée. Moi, je peux en témoigner un mot. La ville dont je suis le maire, je rencontre un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un ménage, tous me disent on bouge plus. On n'épargne pas, on consomme pas, on n'investit pas, on n'embauche pas. Quand la réalité du pouvoir ne correspond pas aux promesses électorales, vous parlez d'un mensonge d'État. Dites donc, il y en a eu des mensonges d'État. Sans doute. Sous tous les régimes. Bon, peut-être, enfin, jusqu'à un certain point. Moi, j'ai pas le souvenir que nous n'avons pas mis en œuvre les promesses que nous avions présentées aux Français en 2007, par exemple. Rappelez-vous, nous avions dit très clairement que nous allions détaxer les heures supplémentaires. Nous l'avons fait. Nous avions dit très clairement que nous allions supprimer les droits de succession. Nous l'avons fait. Les socialistes, d'ailleurs, les ont immédiatement remis. Nous avons dit que nous allions, autant que possible, libérer l'économie autant qu'on le pouvait. On l'a fait. Nous avons eu à faire face à des crises successives très douloureuses. Je constate aujourd'hui que nous avons un gouvernement totalement perdu, avec une absence totale de cap stratégique. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Regardez les enquêtes d'opinion, regardez l'état des Français aujourd'hui. Il n'y a plus une décision économique qui est prise dans notre pays. Le pouvoir dit qu'il fait un certain nombre de choses qu'il a annoncées. On va en parler un peu plus tard, si vous voulez bien, Jean-François Copé. Mais on a l'impression quand même que le sentiment d'unité nationale qui a été évoqué tout au long du week-end par vous-même, par tous les responsables politiques, sur la question de la lutte contre le terrorisme, est loin déjà derrière nous. Elle l'est sur la question de la lutte contre le terrorisme. Attendez, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Je l'ai dit tout de suite, il est évident que face à une situation comme celle qui consiste à lutter de toutes nos forces contre le terrorisme, nous devons être totalement rassemblés. J'aurais aimé d'ailleurs la même unité nationale lorsqu'est arrivée la tragédie de Montauban et de Toulouse. Vous vous souvenez que les socialistes en pleine campagne avaient tenté de mettre en cause nos services, qui avaient pourtant fait un travail extrêmement difficile dans cette période. Par exemple, ce mardi, solennellement, à l'issue d'un entretien avec les ministres de la Justice et de l'Intérieur, rappelle sa détermination à lutter contre le terrorisme et le racisme. Là, vous dites oui, bien sûr, bravo. Non seulement on le dit, mais on s'y associe Il a le ton totalement. pour le dire, il a la force de conviction pour être
Écoutez, je le souhaite, parce que comme il n'associe absolument jamais l'opposition à rien, j'ose espérer qu'il prend bien toutes les bonnes décisions. En tout cas, il sait, je le lui ai dit, c'est mon rôle de responsable du premier parti politique d'opposition, que sur ce sujet, il y aura toujours un rassemblement total. En même temps, puisque vous m'interrogez sur ce sujet et que vous avez noté que M. Valls faisait un lien entre les actions terroristes, les risques d'actions terroristes et la délinquance que l'on peut observer dans un certain nombre de quartiers, l'un étant lié à l'autre, mais l'autre n'étant pas heureusement systématiquement lié à l'un, permettez-moi de m'inquiéter quand même, de voir que dans le travail gouvernemental du moment, il y a une ministre de la Justice qui est en train de supprimer par la loi les tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants, de supprimer les peines planchées, de supprimer le programme de construction de places de prison et de revenir sur les centres éducatifs fermés que nous avions construits. Les prisons, elles sont en accusation, vous l'avez entendu. Bien sûr, oui. Hein on dit que c'est justement là que se développe la radicalisation de certains, pas seulement là, mais en tout cas de certains condamnés de droit commun. Alors, vous êtes d'accord avec d'abord ce... Écoutez, c'est un constat qui est fait par des études qui se corroborent les unes les autres. Et on voit bien derrière tout cela qu'il y a une politique pénitentiaire à poursuivre. C'est la raison pour laquelle, vous le souvenez sans doute, que Nicolas Sarkozy s'était engagé dans sa campagne à la construction de 20 000 places de prison supplémentaires. Le programme a été immédiatement interrompu. C'est une des premières décisions qui a été prise par les socialistes en arrivant au pouvoir. D'accord. Et tout faire pour que les détenus ne basculent pas dans l'islamisme radical. En prison. Oui, mais la plupart du temps, c'est lié à des situations qui sont celles de nos prisons aujourd'hui. Vous savez que nous avons malheureusement un problème de surpopulation carcérale. Et que là où nous disons la réponse, c'est des constructions de places de prison, les socialistes disent qu'il faut les remettre en liberté. Ceux qui ont des peines de prison inférieures à 2 ans. Et la réponse, ça peut être, je sais pas, des alternatives à la prison, justement. Oui, pour échapper à ces bien sûr. Non, mais attendez, sans doute. Mais enfin, il y a aussi une organisation même du milieu pénitentiaire sur lequel il y a des personnels qui font un travail fantastique. Je peux en témoigner puisque j'ai moi-même dans ma circonscription un centre pénitentiaire qui fonctionne le mieux qu'il peut avec des équipes qui sont très remarquables. Mais enfin, il y a les difficultés que vous évoquez. Est-ce que vous approuvez l'équation du président du CRIF, islam radical égale nazisme? Pour tout vous dire, je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas la commenter. C'est ce qu'il a dit, en tous les cas. J'aime bien voir moi-même, pardon, vous me prenez un peu de cours, je n'ai pas vu cette déclaration. En tout cas, ce qui est sûr, et je dis là-dessus, les choses sont très claires, je suis comme, je crois, tous les Français, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction philosophique ou politique, totalement engagé dans la lutte contre toutes ces formes d'extrémisme que je dénonce d'ailleurs dans mon livre, Manifeste pour une droite décomplexée, et pour lequel il y a des propositions que je formule, parce que c'est un sujet majeur, et qui commence par une lutte sans faille contre ce qu'on appelle le communautarisme, et face auquel François Hollande et un certain nombre de ses amis ont fait œuvre de certaines faiblesses. Parce que Martine Aubry, par exemple, a ouvert des créneaux spécifiques pour les femmes dans certaines piscines de certains quartiers de Lille pendant près de 7 ans, en toute impunité médiatique et intellectuelle. Je me permets de dire que c'est un vrai sujet extrêmement choquant. Je vous parlais du président du CRIF, vous n'avez pas entendu sa déclaration sur le nazisme. Il y a le président du consistoire, Joël Mergui, qui lui a appelé la communauté musulmane dans son ensemble à se ressaisir. Est-ce que vous pensez que cet appel est fondé? Écoutez, moi, pardon, ne m'en veuillez pas, moi je ne suis pas là pour faire des commentaires. La seule chose que je puisse dire, c'est que la mobilisation contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie doit être une mobilisation totale et sans faille. Et sur ce point, vous le savez peut-être, j'ai toujours été constant dans un appel à être absolument implacable sur ces questions. L'application du programme de François Hollande, le chef de l'État a détaillé son programme pour refonder l'école. Vous-même, dans votre livre, vous prenez une révolution scolaire. Le chef de l'État veut aussi changer l'école, réforme des rythmes, disparition de certaines notations accablantes pour certains élèves, les notes qui sanctionnent, dit-il, suppression du redoublement. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Non, c'est exactement la liste de tout ce qu'on ne souhaitait pas qu'il propose. Voilà. Donc, je suis désolé, mais là, on est vraiment... Enfin, moi, je suis extrêmement inquiet. Une question scolaire est une question majeure pour notre société, sur laquelle, titre personnel comme d'autres, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Je ne retrouve évidemment rien de ces propositions dans le programme de François Hollande. De quoi s'agit-il? Les rythmes scolaires. En gros, rythme scolaire, il s'agit juste de décaler quelques éléments de la semaine. On revient donc, c'est un éternel débat. Voilà, 4 jours et demi au lieu de 4 jours. Très bien, c'est un débat éternel. Je veux juste appeler l'attention
sur une chose que François Hollande s'est bien gardé de dire, c'est que c'est les communes qui vont devoir payer. Les collectivités locales n'ont pas le premier euro pour le faire, et à partir du moment où elles n'ont pas les moyens de payer, François Hollande va se trouver dans un déni pour mettre en œuvre cette réforme. Car la Constitution est très claire là-dessus. Quand on transfère des compétences, on doit donner l'argent qui va avec. Première faiblesse de son raisonnement. Deuxième faiblesse du raisonnement, c'est que c'est pas une réforme structurelle, ça. Qu'est-ce qu'on attendait du programme d'aujourd'hui? Par exemple, que l'on mette la question de l'évaluation des savoirs fondamentaux à l'entrée en sixième en haut du podium. Il y a aujourd'hui une préoccupation pour tous ces enfants qui vont rentrer dans l'univers impitoyable du collège, en venant du CM2, sans savoir lire, écrire et compter correctement. C'est une priorité absolue. J'ai recommandé une évaluation à l'entrée en sixième. Elle n'est toujours pas faite. Deuxième exemple, je préconise que le chef de l'établissement soit le vrai patron de son établissement, qu'il puisse choisir ses équipes pédagogiques et qu'il puisse adapter son projet. C'est pas la même chose dans le centre-ville de Meaux ou dans un quartier sensible de telle ou telle ville. À partir de là, rien à récupérer dans ce qu'a dit François. Par exemple, enseigner la morale, on en a parlé à l'instant, face aux dérives de la société, enseigner la morale laïque, ça c'est une mesure que vous soutenez. Je demande juste à vérifier ce qu'il y a dedans, parce que si morale laïque, ça veut dire qu'on doit dire du mal des religions, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que l'objectif, c'est de lutter contre l'ignorance. L'idée, j'ai entendu le chef de l'État, c'est de rappeler les valeurs de la République. Oui, mais très bien. Rappeler les valeurs de la République, c'est très bien. Il ne faut pas craindre non plus, d'ailleurs, de s'occuper aussi de la responsabilité des parents quand les enfants sont défaillants. J'ai dans ma propre ville à Meaux un problème majeur avec une école primaire dans lequel il se trouve qu'un certain nombre d'enfants ont un comportement inacceptable, avec des parents qui aujourd'hui ne font pas correctement, je dirais, n'accomplissent pas leur mission de parents, qui acceptent à peine d'être reçus par les professeurs. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle que nous avions mis en place, par exemple, une loi pour lutter contre l'absentéisme scolaire. La première décision était de la supprimer. Alors qu'elle mettait en cause la responsabilité parentale. Je pense qu'encore une fois, François Hollande avance avec l'idéologie comme moteur, ce qui est une manière de faciliter. Alors, ça évite de se mettre mal avec les camarades syndiqués. Je trouve ça dommage. Ils sont dans la rue, vous avez vu la CGT aujourd'hui? Oui, pas pour les mêmes raisons, mais en revanche, du côté de l'éducation nationale, tout va très très bien. Quelles ont été les deux grandes décisions de François Hollande? Vous les citez pas, je vais les citer. La première, c'est des recrutements massifs, sans jamais démontrer qu'on en a besoin, et on n'a pas le premier euro pour les payer. Et la deuxième décision, c'est de rajouter 4 jours de vacances supplémentaires à la Toussaint. C'est méconnaître la réalité des familles d'aujourd'hui. Voilà. Quand on sait la difficulté que nous avons aujourd'hui, que beaucoup de familles ont aujourd'hui, à occuper les enfants pendant les vacances. Alors rien à sauver à part le traité budgétaire européen. Négocié par Nicolas Sarkozy. Là, vous votez, bien sûr. Est-ce que quand même vous appréciez à leur juste valeur les efforts du Premier ministre, du Président de la République pour rassembler... Pour renier leurs engagements, oui. Et pour rassembler le maximum de députés socialistes sur ce texte. Encore heureux, c'est déjà assez ridicule comme ça. La vérité, c'est que François Hollande, dans la catégorie des impostures dont je parlais tout à l'heure, a quand même fait campagne pendant 6 mois en disant si vous m'élisez Président de la République, il n'y aura pas de traité européen. Parce que je renégocierai celui qui a été décidé entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et l'ensemble de nos partenaires européens. Bon, il est élu, on a perdu 4 mois, et puis on revient au traité initial. Voilà, donc c'est une de ces impostures supplémentaires que l'on peut mettre à la liste de la campagne électorale de François Hollande. Ce qui d'ailleurs est assez amusant, c'est que tout le monde tombe sur les Verts qui veulent pas le voter, les communistes qui veulent pas voter, mais je veux quand même rappeler que eux, ils sont cohérents avec les engagements de François Hollande, quoi. C'est lui qui ne l'est pas. Après, ça pose un problème de cohésion gouvernementale. Et comme vous l'avez vu, Jean-Marc Ayrault, avec l'autorité qui est la sienne, a dit ça ne se passera pas comme ça. Et puis il a gardé les ministres verts, bien sûr. Alors, vous refusez le politiquement correct, la bien-pensance, Jean-François Copé, vous l'écrivez au fil des pages de votre livre-programme, donc. Mais c'est moins aujourd'hui le fond des arguments que vous avancez que peut-être le style qui suscite des remous, y compris au sein de votre camp, je vous le disais. Je parle du pain au chocolat, bien sûr, ou bien au racisme anti-blanc. Certains de vos amis, d'ailleurs, se sont éloignés de vous sur ces questions fondamentales, selon vous. Vous les mettez en avant, jour après jour, dans tous les meetings, avec un certain succès. Vous allez pouvoir nous en parler. Mais avant d'accueillir Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse sur ces questions-là et sur votre campagne à droite tous, on retrouve le reportage de Florence Maurice. L'un se pose en rassembleur, l'autre est entré en croisade. Racisme anti-blanc, histoire du pain au chocolat, Jean-François Copé veut briser les tabous, champion autoproclamé d'une droite décomplexée. En meeting, ces déclarations font exploser l'applaudimètre, mais au sein de la droite, ses anciens alliés ne ménagent pas leurs coups. Nous n'avons pas à aller sur ce terrain-là, ce ne sont pas nos mots, ce n'est pas notre dictionnaire, et j'ajoute que ça nous affaiblit, et j'ajoute que ce sont des discours de minoritaires. On doit rassembler tous ces discours, ces petites phrases,
sont toxiques, elles sont dangereuses, elles altèrent le pacte républicain. Et j'ajoute que c'est une erreur d'analyse. Donc naturellement, je ne partage pas l'analyse de Jean-François. Dans le rétroviseur de Jean-François Copé, il y a Nicolas Sarkozy et sa campagne offensive de l'entre-deux-tours qui lui aurait fait grignoter quelques points. Alors comme lui, Jean-François Copé se pose en challenger, revendique le terrain et fustige l'élite bien pensante. Le voilà même qui s'affiche aux côtés de Nicolas Sarkozy sur sa profession de foi et qui, selon le journal Le Parisien, travaillerait avec Patrick Buisson, le père de la stratégie très droitière de Nicolas Sarkozy. La logique des campagnes électorales fait qu'on cherche à se distinguer de son partenaire, de son adversaire, et qu'on est conduit à durcir le ton. Et ça, je crois que ça ne va pas dans la bonne direction. Et en général, je n'ai pas l'habitude de soutenir des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Mais les foudres des sages de l'UMP importent peu à Jean-François Copé. Car sa cible, dans un scrutin interne, et tout autre, ce sont les adhérents du parti qu'il doit convaincre, des militants traditionnellement plus à droite que les sympathisants. C'est quelques critiques du politiquement correct. Nous sommes dans la droite républicaine et le centre. C'est ça qui a formé l'UMP et nous continuons dans cette tradition. Simple stratégie électorale ou véritable durcissement idéologique, difficile à dire. Dans l'autre camp, pendant ce temps-là, François Fillon se pose en rassembleur, un candidat normal en quelque sorte. Alors, Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonjour. Vos questions à Jean-François Copé sur cette compétition acharnée au sein de l'UMP. On est à un peu plus de 5 semaines de l'élection.